On ne peut pas faire semblant devant une œuvre d'art, ou alors nous sommes des snobinards dans une soirée mondaine et nous ne nous laissons pas pénétrer par l'œuvre. Mais l'œuvre a quelque chose qui rentre, qui pénètre et qui nous bouleverse. L'œuvre est une transformation. Si l'œuvre est un événement, ça veut dire que nous nous transformons au contact d'une œuvre. Ça veut dire que l'œuvre fait partie de notre identité. Ça veut dire que face à une œuvre, mon identité évolue. C'est très fort, c'est l'idéal de l'artiste. C'est-à-dire que je vais bouleverser les gens, je vais entrer en eux et je vais les transformer. On aurait une sorte de changer la vie rimbaldien, pour le coup, par l'œuvre d'art. C'était le projet de Rimbaud quand même. Changer la vie par la poésie. Max Jacob a une phrase que j'ai longtemps méditée parce qu'elle m'était très énigmatique. Alors Max Jacob, bon, il y a le poète bien sûr, mais c'est surtout quelqu'un qui adorait tout ce qui était cabale, ésotérisme, chiromancie, les pratiques magiques, et tout le monde venait le consulter. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez peut-être des amis astrologues et en vous amusant, vous dites fais-moi mon thème, dis-moi ce qui m'arrive, etc. Lui, on allait le consulter pour tout et pour rien. Il dépensait une énergie colossale à conseiller les gens sur des matières les plus ésotériques. Est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois faire ça? Il confectionnait des porte-bonheur. Il avait une vision. Tout ça pour vous dire qu'il avait une vision de la réalité qui était complètement intriquée dans le rêve. C'est-à-dire pour lui, il y avait vraiment une sorte de mélange, le rêve et la réalité. Comme souvent l'ésotérisme, poussé très loin, provoque cette confusion qui peut être savoureuse quand on la maîtrise un peu, entre rêve et réalité. Et dans une lettre à Jacques Doucet, on est en septembre 1907, l'émotion esthétique, il dit, l'émotion esthétique, c'est le doute. Voilà, philosophiquement, le doute, on connaît, c'est intéressant, mais dire que c'est l'émotion esthétique, c'est le doute, voilà l'art. Voilà comment j'aimerais intituler cette rencontre, voilà l'art, point d'exclamation. Le doute, voilà l'art. Alors, évidemment, maintenant vous comprenez un peu, j'espère, comment on peut connecter tout, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ce qu'il voulait dire par cette idée de doute. Mais en fait, ça corrobore complètement ce que je vous dis. Si je suis face à un événement, face à l'œuvre d'art, et si l'œuvre d'art facilite la digestion de tous les autres événements que je vis, autrement dit, l'œuvre d'art me rend un peu plus moi-même, me fait entrer un peu plus les événements, en fait, accélère mes rêves, au lieu de devoir rêver 3 ans pour que tout un pan du monde entre en moi, j'ai besoin juste d'être confronté émotionnellement à une œuvre d'art, et tout ça, ça va rentrer. Mieux que des séances de psychanalyse et mieux que des longues nuits où j'essaie de digérer ce qui me reste sur l'estomac. Thérapie par l'art, c'est une question. Mais le doute, à mon avis, c'est le wonder. Dans le doute, vous êtes exactement comme dans le rêve, c'est-à-dire perplexe, complètement ouvert à ce qui arrive. C'est un doute, évidemment, un doute qui n'est pas un doute de peur et de refuge. Quand il dit l'émotion esthétique, c'est le doute. Il parle d'émotion, donc il parle vraiment de quelque chose qui n'est pas une fuite, c'est pas le doute qui a peur et qui va devenir un effroi et qui va faire qu'on va fuguer, qu'on va fuir. C'est au contraire le doute qui est proche de la curiosité, de la gourmandise, je vous parlais tout à l'heure. Donc on est vraiment dans cette émotion propre au rêve, propre au bonheur, l'idée que tout d'un coup je suis dans une sorte d'ouverture par rapport au monde et le monde entre sans que j'ai à le digérer, et une sorte de doute permanent. Finalement, face à l'œuvre d'art, est-ce que le but ne serait pas de douter dans ce sens? Comprenez bien le mot doute. C'est une émotion. C'est pas un doute intellectuel. C'est pas je me demande ce que l'artiste a voulu dire, etc. On n'est pas du tout dans le cérébral. Et en tout cas pas pour Max Jacob. Et il le dit clairement, il s'entraînait, c'est un orateur extraordinaire. Il faisait rire tout le monde, il mimait les scènes, il était complètement incarné, un véritable acteur, mais il s'entraînait. Il faisait des exercices de pleurs, par exemple. Il voulait que les émotions soient à portée de main, à portée de corps. Et donc, il s'entraînait pour pleurer, pour que les larmes viennent, ou la colère, exercice de colère. Il s'entraînait. Et c'était des vraies engueulades absolues. C'est-à-dire que pour que l'émotion puisse sortir, et c'était même au-delà du langage. Alors, il nous dit, par exemple, il faut acquérir le cœur, et ne pas se complaire dans la raide brutalité intelligente, la raide brutalité intelligente. Il n'est pas, en tant qu'homme ésotérique, il n'est pas pour cette raide brutalité intelligente où les choses sont binaires. Ça est ou ça n'est pas. C'est 1 ou c'est 0. Il était pour l'infini entre le 1 et le 0. Hein, comme tous ceux qui ont une vision du monde comme processus, comme flux. On n'est plus dans de l'identité binaire. Il n'y a que ceux qui vivent leur vie depuis leur moi, leur identité factice, monobloc, monolithique, qui s'imaginent qu'il y a du 1 et du 0. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas du 1 et du 0. On sait très bien que 2 plus 2 ne font pas 4 dans la vie, dans le flux. Max Jacob continue dans une autre lettre, une lettre de fin 1910. Il raconte sa vie, il dit « Je m'ennuie, je travaille, il pleut, et les gens ne livrent pas le secret de leurs âmes. » C'est un peu aujourd'hui, les gens ne livrent pas le secret de leurs âmes. Ces affects dont je vous parlais, cette émotion, cette spontanéité est complètement guindée.
derrière un moi factice qui retient tout, une sorte de carapace affective. Et quand je dis carapace affective, vous comprenez bien. C'est pas tant retenir ce qui sort de nous-mêmes que retenir ce qui vient. Carapace affective, si vous l'entendez comme je vous l'ai présenté, c'est plutôt j'empêche les choses de m'atteindre, les événements de m'atteindre. Je les fais sous-traiter par un moi qui gonfle et qui devient gorgé de lui-même. Les individus qui ne parlent que d'eux. Moi, je. Dès que les individus commencent en face par moi, ils n'arrivent pas à sortir de ça, c'est qu'ils sont dans une sorte de sous-traitance du moi. Ils n'arrivent pas à regagner leur jeu. J-E-U, pour le coup, jouer, cette sorte de liant, cette sorte d'humour, cette sorte d'émerveillement que l'on a quand on digère la vie. On est dans le jeu. Alors, les individus ne livrent pas le secret de leurs âmes. 2 points, il dit, 2 points, il faut surprendre. Oh, j'adore. Il faut surprendre. C'est pour moi la maxime de l'art. Il faut surprendre. Et encore une fois, on n'est pas dans la surprise artificiellement créée, à force de lourdeur technologique, de pyrotechnie. Surprendre, c'est surprendre l'émotion. Surprendre, c'est à la fois saisir l'émotion quand elle est là, la prendre, la boire, la manger, la faire entrer, surprendre, surgir et prendre. Et c'est aussi surprendre. C'est-à-dire, ces gens qui ne livrent pas le secret de leurs âmes, qui sont guindés dans des mois de façade, n'arrivent pas à entrer, ben, il faut surprendre. Là, on est en 1910, mais on a tout le dadaïsme qui va résonner, on a tout mai 68 qui va résonner, on a tout le situationnisme qui va résonner. C'était vraiment ça l'idée. C'est-à-dire, en surprenant les gens, en créant des situations où on est complètement décontenancé. Le wonder, c'est ça aussi. Être décontenancé, être dans l'étonnement, être dans la surprise, être dans l'ouverture. Quand vous êtes surpris, vous êtes comme ça, et là, on peut entrer. C'est une technique de boxe. Mais le but n'est pas de boxer l'autre, le but est d'entrer dans les failles. Il faut surprendre. Je vais continuer avec Max Jacob qui m'a vraiment inspiré tout ce que je vous dis là sur l'art. Il dit, qu'y a-t-il à attendre en art d'un homme sans passion? Donc on a une conséquence évidente. S'il s'agit de créer de l'événement, si l'événement est une charge émotionnelle, l'artiste doit être complètement celui qui non seulement se gorge d'émotions, c'est-à-dire a des sources un peu comme du pétrole, qui se nourrit de cette énergie première, cette matière première qu'est l'émotion, mais aussi est passionné. La passion dont il est question, qu'est-ce qu'il y a à attendre en art de quelqu'un qui n'est pas passionné? C'est ce tourbillon d'émotions, ce tourbillon, cette vulnérabilité. Il y a toute une littérature qui nous explique la vulnérabilité de l'artiste, la fragilité, etc., toute une lecture psychologisante de l'artiste, mais en fait, la source est réelle. Il s'agit d'être ébranlé par l'émotion. Un artiste qui crée depuis son moi s'enferme dans le pur intellectualisme, c'est-à-dire qu'il se complaît dans la raide brutalité intelligente. Or, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut acquérir le cœur. Toujours Max Jacob, il nous conseille, et ça va résonner aussi, il nous conseille d'écrire avec la poitrine. J'adore cette expression. Pour tous ceux qui savent un peu ce que c'est l'écriture, écrire avec la poitrine, pas avec la tête, avec la poitrine. Et au bout du compte, l'artiste fait tout avec la poitrine, avec le ventre, avec cette source d'énergie-là, ce lieu, on pourrait presque en faire le lieu du jeu. D'ailleurs, les philosophies orientales ont fait le lieu de l'identité se transformant, cette poitrine, que ce soit le danjen, que ce soit le hara, on est dans le ventre. Tout part du ventre pour l'artiste, tout revient au ventre. Finalement, c'est un ventre à ventre, même pas un corps à corps, le rapport entre l'artiste, l'œuvre d'art, et celui qui contemple l'œuvre, qui est bouleversé par l'œuvre. Car nous avons bien une sorte de triptyque énergétique, pour le coup. L'œuvre d'art est le creuset alchimique qui permet à l'artiste et à celui qui vit l'art, qui voit l'art, qui subit l'art, de se rencontrer. L'œuvre d'art est vraiment un creuset pour ce mélange-là. Quand vous écoutez une mélodie de Mozart, de Stockhausen, je ne sais pas ce que vous aimez en musique, qu'est-ce qui vous bouleverse, mais vous avez vraiment l'idée que l'œuvre d'art, dans sa matérialité même, est le creuset qui permet une rencontre. Vous rencontrez véritablement Mozart quand vous écoutez son concerto de piano ou Stockhausen. Il y a une véritable rencontre émotionnelle, humaine, à travers le médium qu'est l'œuvre d'art. Et donc là, on a vraiment un ventre à ventre. Ventre au sens, le ventre, c'est évidemment l'idée de là où on rentre en l'autre. C'est vraiment pour Max Jacob, c'est l'endroit où l'énergie va rentrer. Le ventre, c'est l'endroit où l'énergie sort et où l'énergie rentre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là qu'on a affaire à un véritable mélange humain, même une fusion humaine, à travers le médium qu'est l'œuvre d'art. En ce sens, il y a l'idée d'une extériorisation et d'une intériorisation. Au bout du compte, pour l'instant, je n'ai fait que vous parler de l'intériorisation du monde, comment le monde entre en nous-mêmes.
On doit l'intérioriser, c'est compliqué. Je vous ai montré que c'est laborieux. Ce n'est pas une donnée comme ça. C'est très laborieux. Mais dans l'artiste, dans le fait qu'il va créer une œuvre d'art, on a tout le problème de l'extériorisation des affects, des émotions, dans ce support matériel qu'est l'œuvre d'art. Il extériorise, il met ses émotions, il gorge l'œuvre d'art de ses émotions pour qu'elle puisse bouleverser après par elle-même l'amateur d'art. C'est en ce sens où il dit écrire avec la poitrine, le meilleur style est celui du ventre, dit-il. Il parle des grands artistes du XVIIe siècle, il accepte Racine, allez savoir pourquoi. L'art, c'est l'extériorisation, dit-il. L'art, c'est l'extériorisation. La preuve en est que dans une glace, tout paraît plus joli. C'est fondamental, c'est juste génial. Dans une glace, tout paraît plus joli, ça ne veut pas dire on est dans une sorte, c'est pas du tout la dialectique platonicienne, l'art reproduit. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Là, dans une glace, tout paraît plus joli parce qu'on a déjà affaire à un rapport d'extériorisation. La chose en elle-même, l'événement en elle-même, produit une sorte d'impulsion qui veut rentrer. Et pour créer ça, pour créer cette œuvre d'art bouleversante, il faut que l'artiste travaille cette capacité d'extérioriser ses affects. En ce sens, il ne peut pas, encore une fois, avoir d'artiste qui crée depuis le moi. Créer humainement, on crée toujours depuis son jeu. La création humaine est toujours depuis le jeu, l'identité fluide, l'identité qui se transforme et qui est capable de transformation. Évidemment, il dira aussi, on ne donne la vie que par l'émotion. Ça, c'est évident. Dans une philosophie vitaliste, l'émotion et la vie sont d'exacts synonymes. Je vous ai dit, l'événement est gorgé d'émotion, en fait, est gorgé de vie. Je pourrais remplacer le mot émotion par le mot vie. Si vous préférez le mot énergie, on peut mettre énergie. Si vous préférez le mot, si vous aimez George Lucas et Star Wars, vous pourrez dire la force, je ne sais pas, peu importe comment on l'appelle, le ki, le chi, l'énergie. Alors, on est dans une sorte de paradigme assez, j'espère, assez intéressant, en tout cas pour l'artiste. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne jamais épuiser le sentiment. Dans l'idée de surprise, dans l'idée d'émerveillement, et Max Jacob dira aussi dans l'idée de tendresse. La tendresse pour Max Jacob, c'est exactement comme la surprise et comme l'émerveillement. On est dans quelque chose, on est dans un processus qui a toujours une réserve, toujours un secret. On ne donne jamais tout. Dans le doute, on ne donne jamais tout, c'est pour ça qu'on doute. Dans la tendresse aussi, rien n'est donné, sinon c'est vraiment une caresse professionnelle. Mais dans un mouvement de tendresse, on a quelque chose de surabondant qui s'extériorise, la tendresse comme le doute, on a affaire à une extériorisation qui laisse le monde entrer, mais on est dans quelque chose, comme dans la tendresse, où il y a cette circulation du dedans et du dehors. Il dit, dans une lettre du 19 octobre 1918, il conseille son ami, Florent Fels, aime au lieu de parler d'amour. Aime au lieu de parler d'amour. Je ne te dis pas d'être moderne, ce mot-là ne veut rien dire. Je te demande d'être tendre. Ébranle-toi. Où est la communion? Où est l'extase? La fièvre? La peur? L'émerveillement? Tout y est. C'est une lettre. Ébranle-toi, secoue tes émotions, extériorise tes émotions, sors tes affects. Où est la communion, où est l'extase, la fièvre, la peur, l'émerveillement? Il continue, des montagnes nous séparent, chacun vit dans sa peau. Là on est dans le moi pour le coup, chacun vit dans sa peau, pas de communion possible, pas d'excorporéisation des affects, chacun vit dans sa peau, et il n'y a que la tendresse qui en fasse sortir. Voilà la fonction pour Max Jacob de la tendresse, qu'on peut totalement appliquer à l'art, à mon sens. La tendresse, c'est justement cette ouverture de soi qui fait jaillir l'émotion, qui fait jaillir la vie. Exactement comme dans le doute, exactement comme dans la surprise. Et finalement, il cite Nietzsche en ce sens, n'allez jamais au bout de votre sentiment. Aller au bout de son sentiment, c'est-à-dire l'épuiser, c'est justement être dans le contrôle de quelque chose. On ne peut pas, par définition, épuiser la vie quand elle s'ouvre. Je vais conclure en parlant de la vie, donc, puisqu'il s'agit de transmission de vie. Gilles Deleuze parlait d'un lâcher de vie, comme on dit un lâcher de ballon quand il parlait de l'œuvre d'art. L'art, pour Gilles Deleuze, c'est un lâcher de vie. On est exactement dans cette conception vitaliste. Un lâcher de vie. Et un lâcher de vie qui va rentrer, qui va féconder. Finalement, l'artiste rend artiste l'autre, puisque dans cette énergie déployée, il s'agit vraiment de se mélanger à l'autre. Au bout du compte, l'enjeu de toute œuvre d'art est de se mélanger avec un autre. Au bout du compte, l'enjeu de toute œuvre d'art est l'autre, comme lieu d'aboutissement de l'énergie que l'on met dans ce médium qu'est l'art. Alors, je vais conclure sur la vie. Un éminent médecin disait que la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Bichat.
La vie, je dirais exactement l'inverse, est l'ensemble des fonctions qui s'abandonnent à la mort. On sait aujourd'hui que nous sommes dans un abandon constamment perpétuel vers la mort. Nous glissons tous dans une pente plus ou moins rapide vers la mort. Nos cellules meurent et vont se régénérer heureusement pour nous, nos cheveux tombent et vont repousser pour quelques-uns. Nous sommes dans une sorte d'entropie continuelle et puis il y a cette sorte de régénération. Nous sommes mourants, tous. Et évidemment, la vie, c'est ça. Cette idée de séparer la vie et la mort dans une conception assez mécaniste, qui dirait qu'il y a la vie, elle résiste à quelque chose qui vient, qui s'appelle la mort, c'est à mon sens absolument dépassé. La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui s'abandonnent à la mort. Et le mot s'abandonner est très très important, cette lâcher prise, cette succombance. Comme on peut s'abandonner à l'émotion, comme on peut s'abandonner au monde, s'abandonner à l'autre. C'est-à-dire dans le doute, dans cette surprise, dans ce wonder, dire oh, et le monde rentre. S'abandonner, c'est ça. Voilà pour moi peut-être le mot le plus intéressant par lequel on pourrait traduire tout ce que j'essaie de vous dire dans le wonder, dans l'interrogation, dans le fait d'être surpris par la tendresse ou par l'événement. C'est cette idée de s'abandonner à l'émotion. S'abandonner à l'émotion, c'est aller vers elle, la vouloir en soi. Ne pas chercher à la recycler dans notre moi, mais la vouloir réellement. Et en ce sens, il y va vraiment d'un enjeu de bonheur. Dans le bonheur, tel que je l'ai défini, c'est-à-dire le fait que le monde me pénètre, fait mon identité, a même mon vécu, je n'ai même pas besoin de le rêver, que déjà je me transforme au contact simple du monde. Si c'est ça le bonheur, alors dans l'abandon, s'abandonner, à l'émotion, à la vie, on a quelque chose de l'ordre du bonheur. Et au bout du compte, si l'art vise à faire que le monde rentre facilement en nous, tout art, finalement, vise le bonheur. C'est pas du tout, je ne fais pas du tout un hymne à la spontanéité, au spontanéisme, etc. L'art, j'ai fait des cours de composition musicale, je sais à quel point, pour avoir analysé des partitions de Schoenberg et de Stockhausen, j'en parlais, à quel point l'art peut être élaboré. Il y a du travail, donc c'est pas du tout, je ne dis pas crachez votre jeu sur la toile et vous ferez de l'art, c'est pas du tout ce que je veux dire. Par contre, je dis le résultat de l'art, c'est ça qui m'intéresse, c'est dans l'idée du résultat, on a, à mon sens, sinon, pour moi, c'est pas de l'art, mais après tout, on peut discuter longtemps, mais c'est bien d'avoir une position, je trouve, forte. Pour moi, c'est pas de l'art. Il y a de l'art qui prétend être de l'art, qui pour moi n'est pas de l'art, tel que je l'entends. Il y a l'idée que l'on regagne, quand on est face à une œuvre d'art, qu'on retrouve en soi l'idée d'une spontanéité. Presque une vision curative de l'œuvre d'art, dans le sens où, peu importe la complexité que l'artiste a dû déployer pour créer son œuvre d'art, ce qui m'intéresse, c'est l'effet que ça produit sur celui qui reçoit cette œuvre. Et si cette œuvre n'est pas un retour au jeu, ce que je t'appelais le jeu J entre parenthèses U, mais aussi au jeu, au fait que ça glisse, comme on dit, il y a du jeu dans un engrenage, tout est une sorte de souplesse, on parlait de tendresse. Si c'est pas retrouver une forme de sauvagerie, si vous n'aimez même pas la spontanéité, je dirais une forme de sauvagerie, de gourmandise de l'existence, où tout d'un coup, voilà, on arrête un peu nos conneries, excusez-moi de parler familièrement, et puis on réalise que la vie en nous est précieuse, et on réalise qu'il y a une sorte d'urgence de vivre, etc. Alors voilà, pour moi c'est problématique. L'art extrêmement conceptuel qui ne prétend qu'à ça et qui, moi, en ce sens c'est compliqué ce que je dis, j'en ai conscience parce que il y a une véritable jouissance de comprendre l'art intellectuellement que j'ai moi-même eu quand j'étais le nez dans les partitions. Je comprends, même en philosophie il y a ça. En philosophie, on peut avoir une vraie jouissance à comprendre tout Kant, c'est-à-dire à comprendre tout le système kantien, qui est quand même assez complexe, et on a une jouissance intellectuelle à disséquer, une sorte d'obsession comme ça. Mais moi j'en suis revenu de ça. Et je pense que aujourd'hui, pour avoir un critère, pour pouvoir voir comment l'art avance, etc., le mien en tout cas est un critère parmi d'autres qui est tout à fait discutable, ça j'en suis sûr, d'ailleurs on discute pour ça, mais je trouve que ce critère en tout cas, moi, m'intéresse. Qu'est-ce que je vis face à l'œuvre d'art ? Est-ce que je retrouve quelque chose qui est de l'ordre de la vie comme en rêve, et donc forcément d'une sorte de spontanéité, mais qui n'est pas naïve et gamine et enfantine. C'est simplement sentir cette palpitation de vie, cette pulsation de vie qui fait que tout d'un coup les affects peuvent remonter, et notamment des affects qui pouvaient être refoulés, qui pouvaient être barricadés, qui pouvaient être pas digérés. Voilà, c'est dans ce sens que... Et puis juste une chose sur le bonheur. Oui, le bonheur comme ataraxie, absence de trouble, absence de passion, voilà, c'est un parti pris là aussi, bien sûr. J'ai cité une seule fois Épicure sur 300 pages sur le bonheur. Les stoïciens, je règle leur compte en 2 lignes, donc c'est un parti pris. Bien sûr, pour moi, c'est pas ça. Le bonheur, pour moi, c'est une sorte d'ensauvagement qui peut être après
ancré dans la cité, dans la civilité, dans le respect des lois, etc. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'une sauvagerie, mais cette sauvagerie n'est pas sur le modèle guerrier, machiste, phallocratique, une sorte de, oui, un modèle guerrier, allons au combat. C'est vraiment l'idée d'une sauvagerie dans le rapport à l'autre et dans le fait que l'autre entre dans mon identité. Tout ça, c'est fondé sur quelque chose que je n'ai pas pu développer, c'est vraiment l'idée que l'identité est extracorporelle. Donc déjà, c'est tout un truc. C'est-à-dire que l'identité ne s'arrête pas à ma peau. Pour savoir qui je suis, si vous regardez juste ce que je suis, vous n'en apprendrez pas long. Pour savoir qui je suis, il faut absolument que vous voyez les personnes avec qui je me suis mélangé. C'est-à-dire que l'identité de quelqu'un ne s'arrête pas à son enveloppe corporelle, elle se mélange, on pourrait dire ça, elle se mélange à l'identité de ceux avec qui il a échangé de l'émotion et il a vécu des événements en commun. Donc, voilà, c'est dans ce socle-là que s'insinue ma réflexion. Et du coup, ma réflexion sur le bonheur, c'est ça. C'est-à-dire que le bonheur, c'est la capacité de digérer la vie et digérer le monde pour moi, à même le vécu, sans passer par de sas de décompression. Et je pense qu'un lien entre l'art et le bonheur, qui paraît comme ça un peu naïf, mais je pense que ça peut être un lien, peut-être c'est des vieilles lunes, certes, peut-être c'est des vieilles lunes, mais c'est un lien qui permet en tout cas de réfléchir, à mon avis, de façon profonde sur l'art. Si l'art finalement nous rend heureux, mais pas un bonheur béat, le même que sous l'exomile ou sous consommation effrénée, mais un bonheur où justement la vie rentre et on est dans une sorte de sauvagerie d'être, enfin de fureur de vivre, gaie et joyeuse, mais en tout cas de fureur de vivre. Est-ce que c'est de l'art ou pas? Ça c'est encore, voilà, le débat est ouvert. Pour moi, je mets fortement en question ça. Dès que l'œuvre a besoin d'une idéologie pour se prétendre artistique, je ne peux pas aimer. En fonction de cette philosophie que je vous ai décrite, dès que l'œuvre a besoin du texte, que l'œuvre suscite du texte, c'est normal. L'événement, on en parle, et si l'œuvre d'art est un événement, on va devoir en parler, et qu'il y a une vraie réflexion pour digérer cette œuvre en commun, c'est tout à fait normal. Mais si l'œuvre ne tient que par le discours qu'on fait d'elle, ça ne peut pas fonctionner à mon sens. Ça ne peut pas fonctionner. C'est exactement de la même manière si on dit « je suis heureux parce que j'ai l'idéologie du bonheur qui va avec ». L'œuvre d'art, c'est réveiller les obsessions, donc c'est insinuer du doute, on est ébranlé par l'œuvre d'art, on n'est pas, et le cérébral peut arriver juste à essayer de contrôler une émotion qui en fait nous submerge, et elle est absolument perméable. Je vous ai parlé d'une œuvre Creuset qui permet le mélange entre l'artiste et celui qui contemple, donc on n'est pas du tout dans cette sacralisation de l'œuvre d'art, qui est une sacralisation pour moi littéraire. Et pour moi, à un moment aujourd'hui, je vais répondre juste à la question qui est juste une seconde, sur l'idée d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas à contre-courant avec ce qui se fait aujourd'hui? C'est vrai que l'époque actuelle, c'est l'époque du moi. On est tous assignés à des rôles, assignés à résidence, assignés à identité, et on est tous sauf une conception du mélange et du flux. On a d'un côté l'idée que la vie pourrait être tellement mieux, ça c'est la pipolisation, c'est le train de vie des stars, etc. On est toujours dans une sorte de fascination de ça pourrait être mieux, et puis dans l'autre côté, on a l'idée que ça pourrait être pire, c'est la catastrophisme, c'est tout va mal, c'est on va tous mourir. Et là-dedans, entre cette extase que la vie pourrait être, cette promesse qu'elle pourrait être, et cette désespérance qu'elle pourrait être, on doit s'estimer heureux parce que ça pourrait être pire, on a en fait la médiocrité, c'est-à-dire une vie médiocre, c'est-à-dire on accepte totalement la médiocrité. Quand je vous définissais l'art comme quelque chose qui vise le rêve, qui vise le bonheur, qui vise l'énergie, qui vise l'essor. Donc l'œuvre d'art n'est qu'un instrument, n'est qu'un outil technologique pour ça, pour une technologie qui sert d'une énergie supérieure et vitale. Pour moi, il en va presque d'un combat politique. Enfin, c'est pour ça que je suis très content de parler à des gens qui sont passionnés par l'art, parce qu'il y va effectivement d'une autre idée de l'art qui soit une idée qui ne peut pas être compatible avec la médiocrité existentielle. C'est changer vraiment la vie. Et donc, de devenir artiste. Quand je vous dis l'artiste rend l'autre artiste, c'est d'abord l'artiste de sa vie. Refuser cet entre-deux, entre le sublime qu'on n'atteindra jamais, cette féerie de pacotille qu'on nous déverse, et puis le catastrophisme qui nous fait peur et qui empêche toute solidarité. Et en ce sens, l'art a une fonction politique de solidariser. Car ce qui fait qu'on est ami avec quelqu'un, ce qui fait qu'on aime quelqu'un, c'est qu'on vit des événements en commun. Tous vos amis, vous avez vécu des événements forts en commun. Ce qui soude l'être humain à un autre être humain, c'est vivre des événements en commun. Or, si l'œuvre d'art est un événement en soi et provoque une émotion, elle est capable de souder de l'humain. Et c'est très intéressant de voir la fonction éminemment politique de l'œuvre d'art. On peut tous être ébranlés par une œuvre et pouvoir en parler ensemble, pouvoir ne pas être d'accord, et ça peut créer ce qu'on appelle un lien social, moi je dirais un mélange humain.
il y a des temps, il y a des moments différents. Il y a le moment de la création, l'état créateur, alors vraiment chacun, alors là, il n'y a pas de règle, je ne suis pas prescripteur du tout de ça. C'est pour ça que je m'intéressais effectivement à la réception. Mais l'artiste doit aussi s'intéresser à ça. S'il se veut artiste, il doit s'intéresser aussi à la réception. Je ne pense pas trop l'artiste autiste qui ne fait que pour lui. Enfin, donc effectivement, moi je trouve que c'est un peu caricatural l'opposé, Dionysos, Apollon, tout ça. C'est un peu, je veux dire, c'est un flux. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est l'idée d'alternance. Vous parlez de dialogue, d'alternance. Ça, c'est véritablement ça. Il y a une alternance, un va-et-vient constant entre une sorte de lâcher-prise qui permet l'acte créateur à mon sens, et puis une réflexion qui permet d'encadrer l'acte et surtout d'évoluer, de progresser, etc. Mais tout ça, et de la voir, bien sûr, et de la recevoir. Moi, écoutez, j'ai du mal avec l'idée de l'artiste intellectuel de ses propres œuvres. Je sais que c'est très à la mode. Moi, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Parce qu'il peut recevoir en étant ému. S'il reçoit qu'avec sa tête, s'il reçoit comme si c'était un spectateur et qui dit « Waouh, je suis ému, je pleure parce que j'entends ma propre mélodie », mais pourquoi pas? Moi, je vous dis, je fonctionne comme ça en tant que modeste artiste, mais ah oui, évidemment, je suis... si ça m'émeut pas, c'est que c'est mauvais. Enfin, je déchire. Pareil pour une page de texte. Enfin, je cherche à... Alors, pourquoi ça m'émeut là? On peut entrer dans des débats intellectuels sans fin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux façons d'appréhender sa propre œuvre, se créant. La première, c'est du point de vue de l'émotionnel. À mon sens, c'est comme ça que fait l'artiste. Même quand il baratine et qu'il intellectualise, prenons un danseur par exemple qui fait une chorégraphie, il est dans son corps, il est un peu en état de transe et de création, il intellectualise évidemment, il dit tiens je suis dans tel état de corps, je vais travailler l'équilibre, etc. Mais au bout du compte, il est dans la gourmandise et de l'énergie. Au bout du compte, ce qu'il fait créer, je ne crois pas du tout que ce soit la tête. L'impulsion du geste créateur, je pense qu'on est quand même dans une vision énergétique. Pour revenir à l'instinct, oui, l'instinct, mais ça aussi, on est victime de catégories complètement... Écoutez, moi je vois ça dans les débats en philosophie, etc. Je veux dire, on ne peut pas se départir de quelque chose de l'ordre d'une énergie qui se transmet. Et croire, et franchement, le XXe siècle nous a fait croire ça, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre de côté l'instinct par la raison. C'était quand même ça le pacte un peu du progrès, hein, grosso modo. On arrivait à un impasse civilisationnel. Moi, je veux penser le XXe siècle comme une impasse civilisationnelle. Et il en va vraiment de quelque chose de très fort politiquement, philosophiquement, de se dire on est allé dans le mur à maintes égards, et il va falloir comprendre comment on en est arrivé là. Et je pense qu'une des causes de ça, c'est justement d'avoir déconnecté le Dionysos d'un côté, Apollon de l'autre, la raison et le cœur, etc. Tout ça, c'est extrêmement intriqué. Même dans le métier de philosophe, je le vois puisque je dirige une collection de philosophie, donc je vois un peu les philosophes m'envoyer leurs textes et on le retravaille ensemble. C'est éminemment instinctuel. Bizarrement, hein, la philosophie soi-disant reine de la logique, etc. Je veux dire, Kant écrit ce que Kant est. C'est Nietzsche qui nous l'a bien montré, il nous l'a bien dit. Et on connaît la vie de Kant, on connaît le système kantien aussi. Il y a une idiosyncrasie. Voilà le mot qui m'intéresse. Voilà le mot de Nietzsche. Plutôt que Apollon et Dionysos, c'est ce mot-là. Et c'est plutôt que parler d'instinct, je parlais d'idiosyncrasie, ce qu'on appelait la complexion physiologique. On ne crée qu'à partir du ventre et qu'à partir de ce que l'on est, je dirais, énergétiquement, je ne parle pas physiquement, énergétiquement, dans son flux d'énergie, qui peut être plus ou moins bloqué, plus ou moins... Mais, encore une fois, comprendre l'art comme flux, etc., c'est comprendre qu'on a affaire à des identités qui se transforment. Et l'artiste, quelque part, et là on rejoint l'alchimie parce que l'ésotérisme, l'artiste cherche la pierre philosophale, il cherche, au bout du compte, le véritable artiste, à mon sens, c'est celui qui cherche, à travers le médium de l'art, à se transformer lui-même. À l'université, on essaie de conjuguer à la fois l'instauration de l'existence d'une œuvre et un savoir cumulatif, des connaissances sur le cerveau de l'artiste au travail, c'est comprendre les mécanismes de la création en train de se faire. Ça, c'est nous qui pouvons le faire. Tu ne peux pas... non, mais tu comprends. Donc tu as dit là quelque chose qui, évidemment, blesse un petit peu l'enjeu même de nos efforts pour comprendre. Peut-être qu'on est des artistes, il y a des artistes médiocres qui peuvent peut-être comprendre l'esprit créateur au travail, voilà, mais je pense que c'est une recherche
qui vaut la peine d'être vécue, même si elle est dans l'échec de la création. L'échec peut être très important. Je viens de voir l'enfer de Clouseau, enfin, ce qu'il en reste, je ne sais pas si tu as vu le film, c'est l'histoire justement d'un échec cinématographique à partir des bandes qui sont restées, et c'est extrêmement intéressant de voir comment Clouseau, finalement, achoppe sur l'intériorité de la jalousie, dans la façon, alors c'est l'époque de l'art cinétique, etc., il essaie d'extérioriser des sentiments de Reggiani, etc., vis-à-vis de Romy Schneider, et on voit comment, effectivement, c'est plus sur le visage simplement de Reggiani que tout est dit sur la jalousie des hommes, que sur toutes les expérimentations cinétiques qu'il essaie de faire et finalement qu'il abandonne. Donc l'échec, ça sur le plan poétique, ce film est formidable. Beaucoup plus peut-être que le mystère Picasso, qui à la fin du film reste, quoi qu'il y ait Picasso, moi je crois que le mystère reste entier à la fin du film de Clouseau. Donc tu vois, pour moi, cette histoire de la parole sur le travail que nous faisons, et puisque nous demandons aux étudiants de faire des mémoires, des thèses, etc., à partir de leur propre travail, ou leur propre création est presque la moelle épinière de leur pensée, je ne peux pas te laisser dire. Mais je sais pas dit ça. Voilà. Non mais il y a un quiproquo. Jamais je l'ai dit, ne parlez pas d'œuvres d'art. Moi, au contraire. Je ne crois pas aux artistes qui parlent de leur travail. Non, intellectualisent. Non, je ne crois pas à l'œuvre d'art qui aurait besoin de texte pour se valoir comme œuvre d'art. J'ai tout de suite dit, mais on peut évidemment en parler, et on doit forcément en parler puisque c'est un événement. Et j'ai défini l'événement comme une nécessité impérieuse d'en parler. Donc je pense qu'il est évident que si vous écrivez sur l'art, c'est pas parce que vous avez décidé d'avoir un diplôme, c'est parce que vous êtes ému par l'art. Je pense que le fondement d'avoir choisi ces études-là, c'est d'abord que l'art vous bouleverse un tout petit peu. Si on fait des mémoires sur un auteur, c'est parce que l'auteur nous bouleverse. Oui, mais après ce moment ce moment est fondateur, c'est tout ce que je dis. D'accord, après il y a un mouvement de pensée. Oui, mais moi je ne suis pas du tout... la légitimité de la parole de l'artiste, moi cette conférence normalement devrait vous aider à prendre la parole et à dire j'ai toute légitimité. Pourquoi tu disais tous les artistes ont parlé de leur travail? Mais comment non? C'est évident. Mais parce que les artistes sont émus par leur travail. Moi je ne pense pas du tout qu'ils ont parlé de leur travail pour essayer de faire un témoignage à l'humanité de leur travail. C'est d'abord parce qu'ils étaient en prise avec des perplexités, des problèmes, des conflits, et ils étaient aussi émus par leur travail, ils en souffraient, ils empathissaient, et c'est ça qui fait que dans toute leur correspondance, dans tous leurs travaux, on a une parole de l'artiste. En ce sens, je trouve que la parole de l'artiste, elle est évidemment fondamentale pour qui veut comprendre l'art, mais en plus, je pense qu'elle est nécessaire. Un artiste qui, encore une fois, ne parlerait pas du tout de son art, créerait comme il va aux toilettes et finalement comme il respire, ce serait vraiment pas un artiste, ce serait peut-être un génie, je sais pas, mais l'artiste, c'est celui qui produit quelque chose, qui va émouvoir des gens, qui va rentrer dans les gens, mais d'abord lui-même. Il n'a pas une camisole ou une barrière de protection contre la propre énergie qu'il va mettre dans l'œuvre d'art. Donc, voilà pourquoi les artistes, en mon sens, parlent de leur œuvre et vous êtes tout à fait légitimés pour en parler, donc il n'y a pas de problème. Pour les nouveaux arts, c'est vrai qu'on a des arts d'immersion avec... Je parle simplement du jeu vidéo, je pense que ça va être l'art du XXIe siècle, réellement, je pense qu'on a un support... Le jeu vidéo, le jeu, je parle même pas d'art sur Internet, mais bon, peut-être il faut attendre 2050 pour en arriver là, mais je pense qu'on a effectivement là des choses très intéressantes, un moindre étage. J'étais très amateur quand j'étais plus jeune de jeux de rôle. Et aussi bien le jeu de rôle est une sorte de jeu très classique, aussi bien dans certains moments d'extase et de communion collective à travers le jeu de rôle, on avait vraiment l'art médium qui permettait de mélanger avec les gens. C'est-à-dire que le jeu de rôle en tant que tel était une sorte de procédé, mais il suffisait de tomber, pour ceux qui connaissaient un peu, sur un maître du jeu absolument génialissime, et je vous garantis que c'était encore mieux que tous les jeux vidéo qu'on a maintenant. On était en immersion totale, mais encore une fois, ce maître du jeu extrêmement génialissime maniait l'affect. Il était dans l'affect, il savait le libérer, il savait le manier. Donc, encore une fois, tous les supports sont bons. C'est-à-dire que comme je vous dis que l'œuvre d'art est un creuset qui permet la rencontre de l'artiste et de celui qui va réceptionner cette énergie-là, après, tout peut faire art. Je ne crois pas du tout à une sorte d'hégémonie en fonction du matériau, et il est évident que le matériau qui est Internet, qui est l'écran, etc., est un matériau comme un autre. Une des lois quand même de l'art, c'est que l'art va partout, dans tous les interstices de la vie, jusqu'au langage lui-même. Donc il n'y a absolument aucune barrière en fonction de la matérialité. Dans l'espace de l'expérience, comment finalement cette idée de physicalité et de retour sur le corps et de finalement d'émerveillement, mais d'intégration de l'émerveillement dans le propre processus de déambulation
est-ce que, enfin, parce que je le sens comme ça, mais est-ce que ça crée pas une valeur ajoutée à cette idée d'expérience et des émerveillements et comment Je pense que ce que vous dites, en fait, on peut le retrouver dans certains rites tribaux, comme on dit. On peut le retrouver dans le théâtre vivant quand il est bien fait. On peut le retrouver. En fait, c'est pas nouveau. Ce que vous dites, c'est effectivement un protocole humain qui produira, je vous dis, une sorte de fusion humaine. Ça peut passer par la transe, ça peut passer par une expérience de sensibilité autre, etc. Mais on est complètement dans cette théorie que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, on a affaire à un rêve éveillé, sauf qu'il est collectif. Mais comme je vous disais, l'œuvre d'art est une entreprise collective de toute façon. Même, il n'y a pas d'artiste individuel. Il y a une parole, il y a de l'émotion, il y a un événement pour d'autres, et donc c'est quelque chose qui circule. Donc le protocole que vous décrivez, en fait, si vous réfléchissez un peu, vous verrez que c'est l'œuvre d'art. Toute œuvre d'art fonctionne comme ça, sauf que c'est dilué dans le temps et l'espace. Oui, je voulais revenir sur le jeu de rôle. Le maître du jeu, il a l'affect, donc il s'adapte aussi aux joueurs, les choses que l'ordinateur ne peut pas faire. Donc il y a aussi pourquoi les jeux vidéo marchent beaucoup plus que les jeux de rôle en ce moment. Et est-ce que dans le jeu de rôle, finalement, il n'y a pas plus de création? Parce que justement, il y a l'affect et il y a le vivant. Oui, moi je ne peux pas hiérarchiser. Je vous dis, il y aura des génies du jeu informatique qui vont faire quelque chose d'intelligent qui s'adaptera en fonction du joueur. Ça se fait déjà et ça va vraiment se développer. Donc on aura affaire à un maître du jeu très intelligent, je vous garantis, qui retiendra toutes vos parties et qui agira en fonction. Et puis les maîtres du jeu, pareil. On n'est pas là pour classer. Mais c'est vrai que dans tout ce que vous dites, il y a un classement qui peut s'opérer, en tout cas, enfin une catégorie à part, c'est quand on a affaire à un rapport de corps à corps, réel, sans passer par le médium de l'art, ou en tout cas que le médium de l'art sert à un rapport de corps à corps. Mais moi, je ne donnerai pas de valeur, je ne suis pas là pour être un censeur et donner de la valeur. Ce qui est important, c'est la puissance qu'a l'artiste à mettre, à extérioriser ses affects et à faire qu'ils soient buvables, digérables par les autres, et à réveiller les obsessions des autres. Ce que dit la peur, la méthode, j'aime beaucoup cette idée de réveiller les peurs, réveiller l'obsession. C'est-à-dire réveiller le qui-vive, réveiller cette vigilance et ce qui-vive, exactement comme dans l'état de rêve. Quand je vis un événement fort, par exemple un rêve aussi est un événement fort. Je vous ai dit, le rêve fait entrer les événements, digère, mais le rêve en tant que tel, c'est quelque chose qui nous arrive. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on est au réveil avec notre rêve? Quand on a la chance de l'avoir encore en mémoire, on a envie d'en parler. Ça donne des discussions un peu embêtantes. « Oh, j'ai rêvé, je vais te raconter mon rêve », alors que l'autre, bon, c'est pas son rêve. Mais je vais te raconter mon rêve exactement comme je vais te raconter l'événement que j'ai vécu et qui m'a bouleversé. Donc on a quelque chose sans fin. Alors le ça sert à quoi? Il est intéressant, votre ça sert à quoi? Il faudrait le questionner. Mais on a quelque chose sans fin. Un événement fort que je vis, si je le raconte à quelqu'un qui m'aime, qui a des liens affectifs avec moi, sera un événement pour lui. Ça deviendra un événement pour lui. Et donc il aura besoin d'en parler, même s'il ne l'a pas vécu de première main. Et il va en parler à quelqu'un peut-être qu'il adore. Et donc ça va créer un événement pour l'autre. Et donc on a quelque chose de viral. C'est ça qui est intéressant. La vie, quand elle se propage, c'est toujours viral. C'est jamais un lien de A à B. C'est toujours de A à B et B en besoin. Et l'œuvre d'art, à mon sens, reproduit ça. L'œuvre d'art, c'est juste une explosion. C'est juste explosif et c'est viral. C'est-à-dire que c'est une cascade. Ça marche en cascade, en capillarité. Alors ça sert absolument à rien, ça sert à se sentir vivant. Moi je vous ai donné quand même un but à l'art. Je vous ai dit, en fonction de ma définition du bonheur, vivre comme en rêve, ça sert à être heureux, ça sert à produire du bonheur, produire réellement. C'est audacieux, ça peut être un manifeste, mais tant mieux, prenons-le comme ça. Et c'est évidemment critiquable. Et ben, je pense que le bonheur c'est ça, c'est une sorte d'état de légère ébriété du monde où on est capable de toutes les fantaisies et évidemment de toutes les créations. C'est une bonne manière de conclure. Merci. Voilà, parfait. Merci. Merci à vous. Merci.